bonjour à tous et donc merci d'être venus aussi nombreux malgré l'heure un petit peu matinale en ce dimanche matin donc pour une rencontre internationale consacrée à Patrick Sobral et à ces légendaires qui fêtent donc leurs 10 ans ici à Angoulême et qu'on est très heureux d'accueillir dans cet auditorium. Alors juste une petite précision avant qu'on commence cette rencontre. Il s'agit bien donc d'une rencontre internationale et donc malheureusement, je suis au regret d'annoncer qu'il n'y aura pas de dédicace sur place, mais donc Patrick, Voilà. Je vous invite, dédicace. évidemment, pour ceux qui voudront se faire dédicacer leurs albums, à me retrouver tout à l'heure sur l'espace de l'Expo des Légendaires, Hall 2, place du Champ de Mars, pour des dédicaces. Je vous préviens d'avance que la file, à mon avis, sera déjà conséquente lorsqu'on s'y rendra tout à l'heure à partir de 10 heures. Donc, gardez espoir si jamais vous pensiez avoir une dédicace. Mais en tout cas, ça se fera là-bas, juste devant l'exposition des Légendaires, que je vous invite d'ailleurs à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà. Deuxième précision avant qu'on commence. Je vais commencer par poser un certain nombre de questions à Patrick. L'idée, c'est quand même aussi que vous puissiez poser vos questions et que la parole circule dans le public. Donc, je resterai dans les parages malgré tout pour assurer la relance éventuellement de temps en temps. Mais voilà, à mon sens, plus vous avez la parole, mieux c'est. Donc voilà, je poserai quelques questions pour ouvrir le débat. En plus, la première question, c'est toujours un peu compliqué. Mais rassurez-vous, vous aurez un peu de place pour vos questions. Alors, donc Patrick, t'es né le 18 novembre 1972 à Limoges, la capitale de la porcelaine. Ouais, jusque-là c'est bon, ouais. Jusque-là c'est bon, j'ai pas encore dit de conneries, tout va bien, ça ne va pas tarder. Et donc ton premier métier, on le sait, c'est celui de dessinateur sur porcelaine. Alors c'est assez amusant parce que à Angoulême, on croise beaucoup de gens qui sont qui trouvent ça un peu curieux le métier d'auteur de bande dessinée, qui ont plein de questions très très concrètes sur mais comment ça vit, comment c'est payé, comment ça mange un auteur de bande dessinée. Mais de ce point de vue-là, à mon sens, le dessinateur sur porcelaine est quelque chose d'encore plus exotique. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier de dessinateur sur plus porcelaine, exotique parce que en tout cas plus étranger pour le commun des mortels, je pense. Donc, est-ce que tu peux nous en tout parler cas un pour peu les de fans de BD, c'est certain, ils doivent pas connaître grand-chose à la porcelaine, ça je veux bien croire. Non, c'est vrai que faut savoir que même si auteur de BD c'est ma profession depuis seulement 10 ans, donc c'est vrai qu'avant j'ai exercé donc le métier de décorateur sur porcelaine pendant un peu plus de 12 ans. Si j'ai choisi ce métier-là, en fait, et je ne l'ai pas choisi, il s'est imposé de lui-même. C'est parce que la seule matière dans mes études dans laquelle j'excellais, c'était le dessin. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Donc, ce qui fait que très, très logiquement, je me suis orienté vers un métier artistique. À Limoges, celui qui s'est imposé, c'était celui de décorateur sur porcelaine. Donc, j'ai fait un CAP 3 ans à l'époque au lycée professionnel du Majambo qui m'a conduit donc à exercer cette profession pendant un peu plus de 12 ans. Mais à côté, en parallèle, j'ai toujours exercé la bande dessinée, mais en tant que passionné. Alors, on reviendra hein, sur ta pratique de la bande dessinée, mais concrètement, ça consiste en quoi être dessinateur sur porcelaine? Dans l'atelier où j'étais, on était dans ce qu'on appelle un atelier décor. Donc en fait, on enluminait, on mettait en couleur des objets figuratifs, des coffrets à bijoux qui représentaient soit des personnages, soit des animaux, mais des choses en relief, hein. Donc on ne dessinait pas par-dessus, on mettait en couleur des petites figurines, si on peut comparer ça à la part BD. Donc des objets de collection, hein. Chacun était décoré du début à la fin par le même décorateur, était signé à la fin par ses initiales, était serti d'un sertissage qui permettait de l'ouvrir tel un coffret à bijoux. Donc c'était vraiment de l'objet de collection qui d'ailleurs allait essentiellement dans les pays Émirats arabes, États-Unis, Angleterre. Vraiment c'était pour le marché de luxe, donc c'était des cadeaux d'affaires, ce genre de choses, pas les services de table qu'on peut retrouver voilà, chez tout à chacun. D'accord. Et alors, du coup, toi, en tant que dessinateur, qu'est-ce que ça t'a apporté ce passage par la porcelaine? Alors, Parce qu'il y a peu de dessinateurs quand ouais, même qui ont ce... ça m'a apporté certainement d'acquérir rapidement le geste sûr, parce que malgré que c'était du travail artistique, on avait un rendement à fournir, hein. On savait que telle pièce ne devait pas dépasser tant de temps de réalisation, donc et comme souvent on les faisait à la chaîne, dans le sens où on en faisait plusieurs, chacun de nous avait plusieurs coffrets, on va dire, à décorer.
on avait un temps imparti pour le faire, donc forcément, il ne fallait pas se louper et passer son temps à essuyer ce qu'on venait de faire. Fallait pas se louper. Donc ça nous a appris voilà, d'avoir le geste sûr, délié, précis, rapide. Et forcément, en ça, ça a beaucoup servi à la réalisation de la bande dessinée, où également on a un temps imparti pour réaliser les albums, quoi. Et l'autre point qui a été sympathique à exercer ce métier, c'est qu'à un moment donné, on a travaillé pour Walt Disney et on faisait donc des coffrets, des personnages figuratifs en porcelaine qui annonçaient les prochains films à venir. Donc c'était avant l'époque du tout info sur Internet, ce qui fait qu'en fait on découvrait 2-3 ans avant tout le monde, parce qu'on nous envoyait des visuels originaux pour nous servir de modèle. Donc on découvrait à quoi allaient ressembler les prochains films de Walt Disney à l'époque. Et moi qui suis féru d'animation, c'était un vrai régal, quoi. J'avais l'impression d'être dans le sein des saints des mystères de Walt Disney. D'accord. Alors, ensuite, donc cette expérience de dessinateur sur porcelaine, elle tourne court et tu passes à la... 12 ans quand même. Oui, oui, non mais... Non, mais en tout cas, elle arrive à son terme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes du dessin sur porcelaine à la avant bande que je dessinée? décide réellement de quitter ma première profession, j'ai eu 2 petites expériences de publication qui ont fait germer en moi l'idée que je pouvais sans doute faire de la BD professionnellement. D'abord, en 99, j'ai participé à un concours de bande dessinée organisé par les éditions Tonkam, un concours qui s'appelait Tsuki Sélection et qui visait à publier justement de jeunes auteurs amateurs avec un thème imposé qui était celui des anges. Il fallait réaliser une BD de 16 ou 32 pages en noir et blanc sur le thème des anges. Tout style confondu, ce n'était pas forcément manga. Et donc j'ai participé à ce concours et j'ai été l'un des 11 auteurs choisis parmi plus de 700 et quelques participants pour être publié dans un recueil donc de jeunes auteurs en 2000. Ça a été ma première du coup vraie expérience de publication parce que pour la première fois, une maison d'édition, tout du moins des professionnels, reconnaissaient mon travail, voilà, d'un point de vue professionnel. Du coup, première expérience, sympathique, ça m'a pas donné des idées de grandeur, mais c'était déjà ça. Et 2 ans plus tard, cette même maison d'édition me recontacte, donc déjà j'étais flatté qu'ils se souviennent encore de moi, et il me propose de réaliser une affiche publicitaire pour la BNP, qui avait besoin, pour un produit bancaire jeunesse, d'avoir un visuel, un personnage typé manga pour séduire leur jeune clientèle. Et donc pareil, j'ai été l'un des 2 finalistes, on va dire, pour ce projet, et j'ai été celui qui a réalisé cette affiche pour la BNP. Donc deuxième expérience professionnelle, et là j'ai commencé à me dire, waouh, on commence à faire appel à moi, c'est que je dois avoir un petit peu de talent quelque part. Et quelques temps après, quand dans mon entreprise, il s'est avéré qu'il allait y avoir un plan social, qu'il allait y avoir des licenciements dans l'atelier où je travaillais, là j'ai vu un signe du destin pour... c'était peut-être le coup de pied au derrière dont j'avais besoin pour me lancer franchement dans l'aventure de la BD, et j'ai demandé à en être, quoi. J'ai demandé à être licencié, plutôt qu'un autre qui aurait voulu rester, donc c'était toujours ça de gagner pour l'autre aussi. Et du coup, voilà, ça m'a permis le temps de monter mes dossiers BD, mes projets BD, voilà, grâce aux allocations chômage, ça m'a permis de tenir les quelques mois qui ont été nécessaires pour que je trouve un éditeur qui veuille de moi. Mais donc, au moment où le plan social a été annoncé, tu n'avais absolument rien en réserve. Tu Non, t'es non, 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 lancé complètement à l'eau. j'avais aucun projet en cours, aucun contact dans le monde de la BD, mais j'ai cru en ma bonne étoile. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Je suis du genre plutôt réfléchi et pas du tout aventureux, donc je dirais que ça me ressemble même pas cette décision d'avoir demandé à être licencié. Mais il faut croire qu'il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, vas-y Patrick, c'est le moment. Donc voilà, donc j'ai tenté le coup et forcément je ne le regrette pas. Et alors, donc justement, cette période de transition un petit peu entre la peinture sur porcelaine et la BD, ça n'a pas forcément été aussi facile que ce qu'on imagine quand on voit rétrospectivement, 10 ans plus tard, le succès des légendaires. Il est certain que mes tout premiers contacts avec le monde de l'édition, ça a été une vraie claque, hein, dans le mauvais sens, parce que donc dès que j'ai su que j'allais entre guillemets être licencié, donc j'ai commencé à monter un premier projet BD qui s'appelait Démon, qui était une BD d'horreur, hein, donc assez éloignée des légendaires. Une BD d'horreur typée manga, en noir et blanc, pour un format manga d'ailleurs, je ne jurais que par le manga à cette époque. Et lorsque je suis allé au Festival de la BD d'Angoulême en 2003, avec ce projet sous le bras, donc j'ai fait le tour de différentes maisons d'édition qui étaient sur place,
comme le font de jeunes auteurs tous les ans, comme l'ont fait sans doute de nombreux jeunes talents cette année. Et là, je me suis essuyé vraiment un beau revers parce que toutes les maisons d'édition que j'ai rencontrées durant mon séjour, une dizaine peut-être, m'ont toutes dit non, quoi. Donc, je suis reparti la gueule enfarinée, dépité. Je me dis, waouh, c'est pas si facile que ça finalement. Et alors, il parlait de quoi ce premier récit? Alors, de quoi parler ce projet de démon? Imaginez un peu le monde, enfin l'univers de Highlander, c'est-à-dire des gens hors du commun qui se cachent parmi les gens ordinaires d'apparence humaine, mais qu'en fait s'avèrent tous être des démons, fils de Satan, qui ont une apparence humaine le jour et la nuit, s'affrontent les uns les autres pour qu'il n'en reste plus qu'un et succéder au règne de Satan sur Terre. Voilà, un truc charmant. Voilà, et voilà, qui était censé être plein de combats sanglants, avec des effets visuels dévastateurs. Enfin, vraiment, le truc très bourrin, quoi. C'est certain, pas forcément très profond côté histoire, mais c'était ce qui me faisait kiffer à l'époque. Ouais. Et alors, donc face à ces claques, comment t'as réagi? Est-ce que tu as envisagé d'essayer Eh de ben, reconvertir vers non, de retourner vers la porcelaine ou... Non, j'ai été têtu. J'ai refait exactement le même projet, mais cette fois-ci en couleur, en pensant que ça allait changer quelque chose. Donc, parce que je tenais vraiment à ce projet-là, à ce moment-là. Donc, je me suis dit que ce qui ne plaisait pas, c'était le format manga. Donc, du coup, j'ai refait le même projet en couleur pour un format franco-belge. Et cette fois-ci, par contre, j'ai envoyé les dossiers par courrier. Il n'y avait pas de festival d'importance auquel je pouvais me rendre pour rencontrer les éditeurs. Donc, j'ai choisi cette fois-ci de tous les envoyer par courrier. Mais la désillusion a été exactement la même, sauf que les noms ont été voilà, réceptionnés par courrier eux aussi, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Ok, apparemment, mes BD adultes, personne n'en veut. Non pas qu'ils ne trouvaient pas un talent dans le dessin, mais les éditeurs trouvaient vraiment que le genre que j'avais choisi était trop ciblé, pas assez populaire pour que ça vaille le coup, entre guillemets, d'investir sur moi. Ils m'ont dit, si on veut de la BD, manga, baston, ça va nous coûter beaucoup moins, c'est ce que me répondaient certains éditeurs, ça va nous coûter beaucoup moins cher d'acheter les droits d'un manga quelconque, entre guillemets, au Japon et de l'adapter avec certainement plus de succès que de lancer un jeune auteur qui va sans doute coûter beaucoup à l'investissement et qui ne va pas forcément rapporter grand-chose. Voilà, on m'avait clairement annoncé la couleur. Donc à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ok, ça fait déjà maintenant quelques mois que j'ai plus de job. Si je vais être publié, il faut peut-être que je me remette en question. Et c'est là que j'ai commencé à dire, bon, ben, personne ne veut de mes BD adultes, on va tenter la BD jeunesse. Sauf que je n'avais absolument... Ça c'est toi qui as pensé à cette, c'est moi. à cette réorientation? Ouais, c'est moi, parce que voilà, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et puis, les allocations familiales, alors, vous démarchez, où ça en est parce que quand j'étais à la NPE, et je leur disais que j'allais faire auteur BD, ils m'ont dit, ouais. Euh, alors, on va pas avoir beaucoup d'offres à vous proposer. Ça va être à vous de démarcher, quoi. Donc forcément, voilà. Et autour de toi, les réactions, c'était quoi dans ta famille? Non, parlons pas. Quand j'ai annoncé à mon père que je quittais le monde de la porcelaine, où je travaillais pendant plus de 12 ans, pour me lancer dans la BD, c'est comme si je lui avais dit, papa, j'arrête médecine, je veux faire clown. Donc pour lui, c'était vraiment pas un vrai métier. Même s'il reconnaissait que je dessinais bien, pour lui, c'était, allez, c'est bien, c'est de l'amusement, mais ça sera jamais un métier. Ne fais pas d'illusions. Donc, j'ai certainement pas eu d'encouragement de la part de mon père à ce moment-là. Par contre, mes proches, mes amis ou mes cousins, cousines, croyaient en moi, ou tout du moins faisaient au moins semblant. Et donc, on en revient à cette réorientation du projet depuis la BD adulte vers la BD jeunesse. Mhm. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai commencé à me poser les questions de qu'est-ce qui ferait une bonne BD jeunesse. J'ai pensé en termes d'ingrédients, comme une recette de cuisine, quoi. Parce que je ne savais absolument pas si j'allais être capable de faire de l'humour. Je n'avais jamais tenté cette approche dans les BD que j'avais commencé à faire, les projets. Donc, j'ai commencé à me poser les questions suivantes. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne BD jeunesse? J'allais dire, bon, de l'humour. Ça me semblait évident, il fallait du gag, il fallait que ce soit drôle. Ok, j'ai ça. Et après, je me suis dit, comment faire fonctionner ces gags? Je me suis dit, ça passera mieux si les personnages sont des enfants, sont plus maladroits et tout, sont plus adorables, sont plus mignons. Les gags, les situations comiques passeront mieux si ce sont des enfants. Et après, je me suis dit, ouais, mais moi, ce que j'aime, c'est les histoires où il y a de l'action. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier que ce soit les enfants qui soient au cœur de l'action et pas les adultes? Puis, ah, tiens, si je faisais un monde sans adultes. Et comme ça, en me posant des questions et en cherchant la réponse à ces questions, j'en suis venu à créer le concept
de l'univers des légendaires, qui était un monde où il n'y avait plus aucun adulte. Tout le monde était retombé à l'enfance, donc déjà première situation peut-être un peu comique, et du coup je mettais en situation des enfants avec un esprit d'adulte, mais avec tous les problèmes que ça pouvait comporter. Et une fois que j'ai eu ce concept-là, j'ai fait 10 pages à l'arraché, j'ai dû faire les 10 premières pages du tome 1 en 2 semaines, mais je ne l'ai pas senti du tout. C'est-à-dire que j'avais aucun feeling, je couchais les dessins sur papier, je trouvais ça lamentable. Je ne les recommençais pas pour autant. En fait, j'étais absolument pas motivé. J'avais encore en tête les projets BD qui m'avaient été refusés et qui, pour moi, eux, m'importaient beaucoup plus et surtout que je trouvais beaucoup plus aboutis parce que c'était plus mon genre graphique. Et dès que j'ai fait les 10 premières pages des légendaires, ça m'a saoulé. J'en ai fait un dossier, enfin plusieurs dossiers que j'ai envoyés à différentes maisons d'édition. Et dans ma tête, c'était bon débarras. C'était genre, bon, j'ai fait ça, comme ça je peux montrer aux allocs que je démarche. Et à côté, je vais repenser à un nouveau concept. Donc je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait un retour positif pour ce projet des légendaires, parce que je le trouvais vraiment pas bon. Et ça faisait même pas 24 heures que j'avais envoyé mes dossiers aux différents éditeurs, que je reçois un mail de la part des éditions Delcourt. Alors, bon, première réaction, tiens, ils disent non plus rapidement que d'habitude. Euh, en général, ils ne se prennent pas le temps de. En général, des fois, j'ai reçu un an, je recevais des fois des réponses négatives, j'ai reçu des fois un an après les avoir envoyées. Donc, il ne fallait pas être pressé. Donc là, moins de 24 heures, je me dis, ok, non, ça les a vraiment dégoûtés pour qu'ils me répondent aussi vite. Et là, je lis le mail des éditions Delcourt et ça me dit, votre projet nous intéresse, ne dites pas oui à d'autres maisons d'édition avant que nous vous ayons recontacté. Et là, je suis sceptique, je suis devant ce message, je dis, ça veut dire quoi ça? C'est un oui, c'est un non, c'est un peut-être. Ce qui fait que les 2 jours suivants, je suis resté posté comme ça devant le téléphone, à attendre qu'on m'appelle. Dieu merci, ils l'ont fait, sinon je me serais fait sauter le carafon. Donc ils m'ont appelé 2 jours après et on a très vite fixé un rendez-vous la semaine suivante à la maison d'édition Delcourt. Alors, coup de téléphone, tout aussi mystérieux, c'est genre, on veut discuter avec toi. Hein, c'est pas genre, on signe tout de suite. Alors, du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre quand je suis monté sur Paris pour notre entretien. Alors déjà, je me suis pointé avec plus de 2 heures de retard parce qu'une vache n'avait rien trouvé de mieux que de se mettre en travers de la voie ferrée lorsque je suis monté à Paris. J'avais pas de téléphone portable à l'époque, je me dis ça y est, je suis mort, quoi. Je vais arriver 2 heures de retard, ils vont me dire non mais tu te fous de ma gueule, casse-toi. Donc non, j'ai réussi à choper le téléphone du contrôleur, j'ai besoin de téléphoner à quelqu'un. Et j'ai téléphoné à la maison d'édition à qui j'ai expliqué le problème, on dit pas de problème, on va t'attendre. Plutôt cool les mecs. Et donc voilà, je me suis pointé avec 2 heures de retard à la maison d'édition et très vite on m'a amené au bureau de Saint-Le-Père, monsieur Guy Delcourt. Et donc, il a commencé à me poser des questions sur mon projet qui n'en était pas un. Du genre, alors, ça parle de quoi? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe après les 10 pages? Je sais pas. Mais c'est prévu en combien de tomes? Je sais pas. Donc, voyez, donc j'avais l'impression de foirer lamentablement mon entretien d'embauche. C'est un peu comme ça que je voyais le truc. Donc, je m'attendais à ce qu'il me dise à un moment, bon, allez, on n'a pas besoin de rigolo ici, casse-toi. Et en fin de compte, mon contrat m'attendait déjà, il n'y avait plus qu'à le signer. Et là, donc, je me suis retrouvé à signer un contrat. J'étais content. Pour une série qui ne me plaisait pas du tout, j'étais moins content. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé devant mes 10 premières pages des légendaires. Je dis, OK, maintenant, il faut que je fasse la suite. Et j'ai mis, je dois l'avouer, très, très longtemps à aimer ma série et à savoir quoi en faire. Ce qui fait que, on peut le dire, les 4 premiers tomes de la série ont vraiment été faits à tâtons parce que je ne savais pas où j'allais. C'est un univers que je ne maîtrisais pas parce que je l'avais fait à la va-vite. Et j'ai vraiment appris le travail sur le tas. L'expression est vraiment adaptée à la situation. Donc j'ai mis très très longtemps à aimer et à développer cette série. Et j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fin de compte, ça marchait. Parce qu'à l'époque, on me donnait peu de chiffres de vente. Les chiffres qu'on me donnait, comme je connaissais rien au métier, je ne sais pas si c'était des bons chiffres. J'étais timide, je n'osais pas demander. Ce qui fait qu'à la fin de chaque tome, je ne savais même pas si j'allais faire le suivant, quoi. Je ne savais pas si ça marchait. Donc à la fin de chaque tome, à un moment donné, Monsieur Delcourt, je continue ou je m'arrête? Bah, tu continues, bien sûr. Ok, ouais, d'accord, ok. Et donc ça a été comme ça pendant 4 tomes avant que je commence à rencontrer un certain succès.
Et le tome 5 a vraiment été celui qui a fait décoller la série, parce que c'est là que j'ai commencé vraiment à maîtriser l'univers. C'est là que j'ai commencé à me dire, OK, il y a quelque chose à raconter finalement avec ce projet-là. Et je me suis du coup nettement plus investi, beaucoup plus motivé. Et c'est ce qui a fait que voilà, la série, à partir de ce tome-là, a pris l'envol qu'on connaît maintenant. Alors justement, dans cette première phase où, comme tu dis, hein, tu étais un peu à tâtons dans ton propre univers, quelles sont les personnes qui éventuellement t'ont un petit peu aidé à débroussailler un peu cet univers et puis à te sortir quasiment de l'impasse dans laquelle tu t'étais mise en ne prévoyant pas la suite des 10 premières S'il pages? y a bien quelqu'un qui m'a aidé dans la réalisation du premier tome, notamment, c'est mon directeur de collection, Thierry Jor, qui s'est bien rendu compte que j'étais pas forcément prêt à une telle aventure. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je ne jurais qu'à travers le manga. Ce qui fait que même en faisant la BD des légendaires, j'avais une mise en page qui était beaucoup trop nerveuse, beaucoup trop de cases imbriquées dans tous les sens, pour un rendu que je trouvais plus dynamique, mais qui du coup rendait la BD assez difficilement lisible pour un jeune lecteur à qui du coup la série était destinée. Et j'ai vraiment eu un travail de coaching de la part de Thierry Jor, mon directeur de collection, qui m'a appris à faire de la BD. Je pensais savoir, mais non, je ne savais pas. Et c'est lui qui m'a appris à faire de la mise en page, à faire de la narration fluide, à bien dégager les espaces pour montrer où se situe le personnage. Quasiment tous les jours, il était au téléphone avec moi pour me dire, cette case-là, Patrick, il faudrait que tu la montes, il faudrait que ça. Je précise que c'est vraiment la mise en page euh, sur laquelle il me conseillait. J'ai vraiment eu carte blanche dès le départ pour ce qui est des histoires. Ils m'ont jamais dit, oh, ça serait bien que ton personnage dise ça, ça serait bien que ton personnage fasse ça. Non, ça n'a jamais été ça. J'ai toujours eu carte blanche dans la série dès le départ. C'est vraiment pour un souci de lisibilité, de narration que j'ai eu besoin d'aide. Et au fur et à mesure des albums, j'avais eu forcément de moins en moins besoin d'aide parce que je prenais de la bouteille. Mais sur le premier tome, il devrait même y avoir son nom à côté du mien, tellement il a participé à sa création, quoi. Alors peut-être c'est le moment justement quand tu parles de tes influences manga de revenir un peu sur ta culture BD et manga. C'est quoi ton premier souvenir de lecteur de bande dessinée, c'est quoi? Alors, mon premier souvenir de lecteur de bande... On parle de bande dessinée ou de manga? L'ensemble, t'as commencé par quoi en termes Alors, de je première pense lecture? que comme tout à chacun, j'ai commencé par les grands classiques jeunesse, Lucky Luke, Astérix, ce genre de lecture que je découvrais. J'achetais peu, ou mes parents m'achetaient assez peu de bandes dessinées, donc souvent les bandes dessinées que je lisais, c'était dans le salon du coiffeur. En attendant mon tour, on va dire que je découvrais les bandes dessinées. D'ailleurs, je crois que c'est mon coiffeur qui m'a offert ma toute première bande dessinée, en voyant que je relisais toujours la même quand j'allais chez lui et dans son salon. Et du coup, voilà, il m'a un peu initié à la lecture BD. Mais j'ai véritablement eu un coup de cœur pour le genre bande dessinée avec les comics. Quand j'étais pré-ado, donc j'ai découvert l'univers des Strange, Spécial Strange. Ça parlera peut-être à ceux de ma génération, où on a découvert donc les aventures des X-Men, 4 Fantastiques et autres héros Marvel que tout le monde connaît maintenant à travers les adaptations cinématographiques. Et c'est là que je pense j'ai commencé à dessiner moi-même des aventures en reproduisant les personnages que je voyais dans les BD que j'affectionnais. On peut qualifier ça de fanfiction, c'est-à-dire je reprenais les personnages que je voyais soit dans des bandes dessinées, soit au cinéma, soit à la télévision, et je reproduisais les personnages et je leur créais de nouvelles aventures. C'est sans doute un peu comme ça que j'ai démarré. Ensuite, dans l'adolescence, sont arrivés... alors, il y avait déjà des dessins animés japonais qui passaient à l'époque de mon enfance, hein, Goldorak, Albator, ce genre de choses. Mais dans les années 80 sont arrivées des séries animées telles que Dragon Ball ou Les Chevaliers de Zodiac. Et là, j'ai eu une véritable claque visuelle. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Non pas que je voulais faire du dessin animé, mais le graphisme, le dynamisme de ces séries-là, je dirais même l'esprit qui était mis en avant dans ces séries-là, des valeurs comme le dépassement de soi, le travail en équipe, l'amitié. C'est des séries qui pouvaient sembler de prime abord très, très bourrin, c'était que de la baston. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait vraiment des belles valeurs qui étaient défendues. Et j'ai du coup commencé voilà, à dessiner dans le style manga. Et s'il y a bien une série plus qu'une autre qui m'a influencé graphiquement, c'est Les Chevaliers du Zodiac, la série Saint Seiya, dans le graphisme très stylisé, très épuré, correspondait totalement à ce que moi j'imaginais vouloir rendre à travers mes œuvres.
Et un artiste plus qu'un autre qui m'a fortement influencé, c'est Monsieur Shingo Araki. Alors justement, on va montrer hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, je commenterai après. Un extrait hein, Voilà. d'une vidéo donc, que Patrick a choisie. Il est là en fait. On va remettre au début. Voilà, je commente après. Petite pause. Ah, on n'a pas de son. On n'a pas de son en fait. Est-ce que c'est possible d'avoir du son? Alors du coup, est-ce que pendant qu'on laisse les techniciens transpirer à grosses gouttes, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet auteur qui a tellement compté pour toi? Shingo Araki n'est pas un dessinateur de manga, dans le sens où il n'a pas réellement ou fait très peu de manga papier. Par contre, il est très connu pour son travail de designer. J'entends par là qu'il crée les personnages modèles qui servaient ensuite aux animateurs pour faire les dessins animés. Il a travaillé sur des séries comme Albator, comme Goldorak, Lady Oscar, et principalement, et c'est sans doute ce qu'on retiendra le plus de son parcours, c'est le design du dessin animé des Chevaliers du Zodiaque, qui est très très différent du design de la BD originale de Masami Kurumada. Donc ça a été un travail de réadaptation visuelle que Shingo Araki a fait sur les Chevaliers du Zodiaque, parce que le style de Kurumada ne passait pas en animation. C'était des traits beaucoup trop gras, des personnages trop plombés. Et Shingo Araki a donné à ses personnages un style, je dirais, aérien. On sent une certaine aérodynamique dans les personnages, notamment à travers les coiffures assez exubérantes. Mais moi, c'est vraiment devenu mon maître étalon. Donc, le design, à partir du coup, je me suis toujours comparé et que j'ai toujours cherché à atteindre dans tout le développement de mes projets postérieurs. Et encore maintenant, dans la série des légendaires, on peut voir à quel point il m'a influencé à travers certaines planches, les poses, les attitudes, les expressions des visages. Je lui dois 90% de mon style visuel actuel. Il y a des cases, effectivement, où c'est extrêmement frappant les ressemblances. Alors, on va réessayer, c'est bon? Bon. Le visuel étant le plus important. Il y a le visuel, on va mettre le son à fond, et puis... Ah. Voilà, donc pendant ce temps-là, Patrick va nous faire un petit numéro de claquettes. J'ai pas les bonnes chaussures, je suis désolé. En attendant, je peux parler de l'expo. Ouais, alors voilà, voilà. On reviendra sur la vidéo plus tard. Donc, comme je disais tout à l'heure, le festival m'a fait l'honneur d'une exposition, une expo des légendaires, qui coïncide en plus avec les 10 ans de la série. Donc, c'est un truc plutôt cool. C'est une exposition que donc, vous pourrez découvrir place du Champ de Mars jusqu'à ce soir, donc, dans le hall numéro 2, hein, dans la bulle qui se trouve derrière la bulle éditeur, devant laquelle d'ailleurs je dessinerai donc, au niveau de l'expo. Je dessinerai au niveau de l'expo à partir de midi. Et pour les fans et les non-fans d'ailleurs de la série, vous pourrez découvrir déjà par exemple des statues reproduites à l'échelle 1 des personnages principaux de la série. Vous pourrez découvrir des vitrines, des objets reconstitués à partir de la série, des objets cultes de certains épisodes de la série reconstitués. On y trouvera également, pour ceux qui sont en manque de preview et d'exclusivité, on peut y découvrir les 10 premières pages du prochain tome numéro 3, Origine, dessiné par Nadou, qui n'a pas pu se joindre à nous car elle est rentrée en Belgique hier après-midi. Et également quelques visuels en exclusivité concernant le prochain tome des légendaires qui paraîtra en octobre. Donc allez-y, c'est un véritable spectacle son et de lumière. Il y a une scéno très sympa. Il y a vraiment une mise en scène très sympa. Des endroits où même de frayeurs avec des rires démoniaques qui surgissent. C'est à la limite du parc d'attractions. Mais allez-y, savourez cette expo vraiment unique en son genre. Et donc, vous pouvez découvrir jusqu'à ce soir la fermeture du festival. Voilà. Alors, ce coup-ci, ça devrait être bon.
悲しみよりそのぬくもりを世界がそんなにも簡単に変わるとは思わないけど静かに闇を溶かして歩いて歩いてみようと思うゆっくりでも近づけるかな夢のかけら大好きな人思い描いた愛の形はずっとずっと探し続けてあなたのためにできることなんて大したことないかもしれないでもそれでも触れていたいよ悲しみよりそのぬくもりをぐるぐる回る地球儀くるくる変わる時間世界の果てに愛を喜びの先に夢を Voilà. Voilà, donc merci. Alors, je relance le diaporama. Donc, tu disais hein, juste avant qu'on lance la vidéo, enfin, juste avant qu'on essaye de lancer la vidéo, que Shingo Araki était quelqu'un qui t'avait beaucoup appris graphiquement Et qui continue. et qui continue à t'apporter beaucoup. Est-ce que tu as pu le remercier un peu pour cette dette graphique? Hélas, non, car il faut savoir que ce grand monsieur de l'animation est disparu. Donc, ce monsieur est décédé depuis maintenant à peu près 3 ans. Je n'ai jamais pu l'approcher directement. Je sais qu'à une époque, donc, comme forcément j'étais très fan des Chevaliers Zodiac, j'avais réalisé une bande dessinée des Chevaliers Zodiac, qui ne sera jamais publiée forcément parce que j'en ai pas les droits, mais que j'avais réalisé, qui faisait plus de 120 pages et qui avait été publiée de manière, on va dire un petit peu, pas pirate, mais anecdotique, lors d'une convention à Lyon, auquel je n'ai pas pu assister, mais où Shingo Araki s'est rendu. Et mon travail lui avait été montré. D'après les échos qu'on m'a dit, il l'avait apprécié, donc déjà, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai que lorsque ensuite j'ai publié Les Légendaires, je me suis toujours dit que j'aurais un jour l'occasion de rencontrer ce grand monsieur qui se déplaçait peu, il était déjà très, très âgé. Et j'ai commis forcément la grosse erreur de ne pas vouloir venir à un moment donné à un salon auquel il était venu au Paris Manga il y a 3 ans de ça à peu près. Et il était présent, mais moi j'avais un planning à assurer sur les Légendaires. J'ai pas pu me déplacer et en me disant que j'aurais toujours une autre occasion. Et ce monsieur malheureusement disparaît 3 mois plus tard. Donc j'ai toujours évidemment beaucoup regretté de ne pas l'avoir, ou même pas aperçu, je dirais, en vrai. Et j'ai un peu rattrapé peut-être cette déception quelques années plus tard, notamment l'année dernière, lors du Salon cartooniste de Nice, où une expo hommage lui a été dédiée, et où j'ai pu, à défaut de rencontrer le père, rencontrer le fils, donc le fils de Shingo Araki, qui, Joa, parle très bien français, et avec qui j'ai pu m'entretenir en privé une bonne partie de la matinée. On nous a présenté l'un à l'autre et on s'est échangé des tas d'anecdotes sur la façon dont son père travaillait, dans la manière dont il m'avait marqué. Donc le fils de M. Shingo Araki m'a raconté des anecdotes vraiment hallucinantes sur son père, quand il a travaillé sur les Chevaliers du Zodiac notamment. Il m'a raconté par exemple qu'à un moment donné, son père l'avait appelé, à l'époque où il commençait à designer pour la série animée donc des Chevaliers du Zodiac, et son père lui a dit « Je tiens quelque chose là ».
Et il sentait qu'il venait de passer à une sorte d'étape au-dessus, une étape dans son design, dans son dessin. Et il disait, ça va marquer les esprits, quoi. Et c'est pas faux, voilà. Donc c'est vrai que du coup, je lui ai rendu hommage à travers un des albums dans la préface. Et avec plusieurs autres auteurs ou artistes qui étaient fans et qui avaient été marqués par cet auteur, on avait fait un collectif de messages ou de dessins qui ont été envoyés ensuite à sa famille. Et puis, bon, du coup, on a passé cette petite vidéo en guise de Voilà. bref hommage. Là, ce que vous avez vu en projection, c'est le générique d'une des toutes dernières séries des Chevaliers du Zodiaque, qui raconte un peu le dernier arc du manga de Masami Kurumada, du moins à l'époque. Depuis, ça a continué, mais pas forcément en bien. Alors, il y avait plusieurs génériques qu'on aurait pu vous projeter sur les Chevaliers Zodiac, où on voit le design, comme je vous disais, très, très stylisé, très épuré de Shingo Araki. Mais vos oreilles auraient peut-être un peu moins supporté les autres génériques, parce qu'en général, les génériques de Sanseiya, c'est plutôt du rock metal. Donc, pour les oreilles chastes, j'ai choisi ce générique-là, qui est beaucoup plus mélancolique, qui détonne un peu avec l'univers de Sanseiya, des Chevaliers Zodiac, mais qui, je pense, vous aura un peu plus séduit. Alors, revenons à présent au légendaire et à la construction du succès. Tu disais en début que toi-même, tu ne savais pas vraiment comment la série se vendait. À quel moment tu as senti que les choses étaient en train de bouger et qu'il y avait quelque chose qui se jouait? Parce qu'ici, à Angoulême, c'est très frappant, hein, le succès, il n'y a aucun doute qu'on le voit quand on voit les enfants avec les masques, ouais, etc. il y a eu plusieurs paliers, hein. Les deux plus conséquents a été celui que j'ai évoqué tout à l'heure, le tome 5, parce que ça a été le premier tome que je considère véritablement abouti des légendaires, avec un design maîtrisé, un découpage professionnel et une histoire un peu mieux cousue peut-être que ce que j'avais fait jusque-là. Et l'autre point fort peut-être qui a fait que ce tome-là a été l'un des premiers ascenseurs pour la série, c'est que la maison d'édition Delcourt a eu l'idée, lorsque le tome 5 est sorti, de le vendre en pack filmé avec le tome 1 offert. Au départ, je n'ai pas trouvé que c'était une bonne idée parce que du coup, comme c'était filmé, on ne pouvait pas ouvrir et feuilleter les pages. Et moi, je trouve que voilà, une BD qu'on ne peut pas feuilleter avant l'achat, c'est pas franchement très engageant. Mais eux, leur vision de la chose, c'est ceux qui ont déjà les premiers tomes, ils vont acheter le 5, s'ils aiment la série. Par contre, ils auront forcément déjà le 1, vu que c'est les premiers lecteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire du tome 1 en double? Ils vont l'offrir à quelqu'un qui, du coup, va commencer la série. Et ça a été plutôt bien pensé parce que c'est vraiment le tome qui a fait décoller la série et à partir duquel on s'est dit, oups, on tient quelque chose là. Il se passe quelque chose. On pouvait déjà commencer à parler de succès. Le mot best-seller était encore très loin, mais on pouvait véritablement parler de succès. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, ok, si je fais pas de conneries, je peux rester sur cette série encore un certain temps. Donc j'ai commencé à concevoir mes histoires plus en avance. J'attendais pas forcément la fin de chaque tome pour commencer à me dire, bon, je fais le suivant, oui, non, ok, bon, je commence à penser à l'histoire. Donc j'ai commencé à faire des histoires qui avaient un peu plus de ramifications, de liens, entre les albums. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé au tome 8, j'ai commencé à me lasser de la série parce que lorsque j'ai commencé la série des légendaires, donc je me disais, je fais de la BD jeunesse, et du coup, je m'étais imposé des barrières. Genre, je ne peux pas raconter des histoires trop compliquées, les enfants ne vont pas comprendre. Je ne peux pas montrer des scènes trop dures ou trop violentes, les enfants ne vont pas aimer. Donc, je m'étais imposé tellement de barrières à ce que je pouvais faire dans une série jeunesse, qu'arrivé au tome 8, j'avais l'impression, qu'est-ce que je peux raconter que je n'ai pas déjà raconté et qui respecte, entre guillemets, ces barrières. Mais je n'ai pas trouvé. Ce qui fait que j'ai dit à l'éditeur, je voudrais faire une pause, je voudrais faire autre chose pour retrouver le goût, l'excitation de la création. Et c'est là que j'ai réalisé le one-shot, donc BD en un seul tome, de La Belle et la Bête, donc, qui est sorti en 2008, et dans lequel je n'avais justement plus aucune limite, parce qu'il s'agissait d'une BD pour adultes. Donc du coup, je me suis lâché complètement graphiquement, j'ai testé des nouvelles choses, des nouvelles approches, des ambiances très différentes de celles des légendaires, un graphisme beaucoup plus détaillé, beaucoup plus réaliste, et surtout une histoire beaucoup plus sombre et violente.
Ça a été un bide. Ça a franchement pas marché, si ce n'est qu'elle a eu un très bon accueil presse. Mais bon, voilà, l'album n'a pas marché. Sur le coup, forcément, c'est une déception, surtout quand la série d'à côté commence à bien marcher. Mais ça m'a permis de tester des choses que je ne m'étais pas permis sur la série des légendaires. Et du coup, quand je suis revenu sur le tome des légendaires, je me suis dit, au diable les barrières que je m'étais imposé pour la faire. Et du coup, toute la noirceur que j'avais un peu testée sur La Belle et la Bête, je l'ai mise dans la série des légendaires. Et j'ai offert à mes lecteurs un tome 10 qui a été un véritable tsunami chez les fans parce que c'est un tome sanglant, une histoire très dure. Ouais, alors peut-être on va regarder une Ouais. des planches, je crois qu'elle est au début. Hein, Alors, l'extrait qu'on va vous montrer ne vient pas du tome 10 mais du tome 12. Oui, alors mais ceux qui ne voilà. sont pas encore arrivés au tome 12, peut-être on va les faire sortir de la salle. Donc, qu'est-ce que Ouais, tu en voilà, on penses fait comme ça. Donc, je crois que la plupart savent voilà, que je peux me montrer sans pitié envers mes personnages. Et c'est vrai que dans le tome... non. Si. Donc, alors, cet extrait n'est pas tiré du tome 10, mais du tome 12, mais il est très représentatif de l'ambiance que peuvent avoir certains des tomes depuis donc, ce fameux tome 10, où j'ai choisi de montrer de manière très crue du sang dans les légendaires, chose que je n'avais pas vraiment fait jusqu'à présent, et de montrer surtout la mort de plusieurs protagonistes principaux. Alors, je ne l'ai pas fait dans un souci de choquer, même si finalement, un peu. Mais surtout, je voulais montrer, je voulais faire une BD où les personnages ne sortaient pas forcément victorieux à chaque fois, et surtout une BD où les personnages souffraient. Et des personnages qui souffrent, c'est des personnages auxquels on s'attache. Alors, c'est certain que je me suis mis à dos une bonne partie de mes fans qui auraient voulu que ma série ne change jamais, qu'elle reste dans l'esprit bon enfant des premiers tomes. Mais moi, je sentais que si je voulais continuer à être excité par la création de cette série, il fallait que je teste de nouvelles choses, de nouvelles approches scénaristiques. Et donc, j'ai commencé à montrer des personnages plus intéressants parce que plus torturés, des personnages qui souffrent, des couples qui se forment, qui se défont, des combats plus sanglants et pas forcément toujours avec les héros victorieux. Et même si donc, comme je disais, je me suis mis à dos une partie de mon public qui aurait voulu que ça ne change pas, je sais que j'ai pris la bonne décision de donner à cette série un ton plus sombre parce que déjà, ça a été un nouvel envol dans les ventes de la série. Pour la première fois, un de mes albums se classait en tête des ventes de BD en France. Et surtout, j'ai vraiment senti que je tenais là quelque chose. Et les fans, après quelques semaines de choc et de coma, ont commencé à apprécier ce nouveau ton et ont finalement estimé que c'était la bonne décision. Donc là, on a vraiment un exemple typique d'une de ces scènes cultes qui ont marqué les esprits. Donc c'est la mort d'Anaël, le chef, le leader des légendaires, tué par sa propre MP que tient la femme qu'il aime. Quoi. C'est dans le genre shakespearien, dramatique. Voilà, on peut pas faire. T'as voilà. vraiment été cruel quand même. J'ai vraiment été cruel, mais c'était le. Alors après, j'ai ressuscité Danaël. Mais voilà, je savais que j'allais. C'était un cycle de 4 tomes qui s'appelait le cycle d'Anatos, où j'ai vraiment voulu marquer les esprits. Et je ne dis pas qu'après j'étais dans une surenchère de violence, hein, c'est pas le but. Hein. Je ne cherche pas à chaque tome à le rendre plus violent, mais les fans sont encore plus fans de la série parce qu'ils savent que leurs personnages peuvent disparaître maintenant à tout moment. Et du coup, ils sont comme ça devant les albums pour pas lui, pas lui, pas lui, pas lui.
Donc c'est un peu ça, quoi. Donc forcément, et puis j'aime bien manipuler mes lecteurs, je suis ignoble. Et c'est vrai qu'à travers mon site web, notamment, Ça sent bien, ouais, hein, je te voilà, rassure. voilà, dans les previews, les extraits des prochains tomes que je délivre toutes les semaines, j'aime dévoiler quelques scénettes, quelques crayonnés un peu inquiétants, genre, attends, qu'est-ce qui se passe là? Il est blessé? Il est mort? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, et puis ensuite, je guette les réactions des fans sur les forums qui commentent les news que je lâche et c'est un véritable régal. Donc, les pauvres vivront pas vieux, ils auront un ulcère, mais moi, c'est un régal pour moi, quoi. Et donc, enfin, l'image qu'on a vue dans le coup tout à l'heure, où Danaël est tué, faut pas penser que ça me fait rien de tuer mes personnages, hein. C'est quand même des personnages qui me suivent maintenant depuis 10 ans. C'est presque comme mes enfants. Et je peux vous dire que les jours qui ont suivi le dessin de cette scène, j'étais vraiment pas bien, quoi. Parce que je venais de tuer quand même un personnage que j'avais élevé depuis 10 ans, quoi. Dans d'autres pays, je serais en tôle, quoi. Donc forcément, souvent on me dit ah pourquoi vous avez tué tel personnage, vous l'aimiez pas? Ben non, au contraire, quoi. C'est assez paradoxal, mais tuer un personnage qui n'est pas aimé, c'est même pas drôle, quoi. Je veux dire, c'est un personnage dont on va souffrir de la perte, c'est ça qui est intéressant à raconter dans une histoire. Et je tue pas pour le plaisir de tuer, diraient tous les psychopathes en tôle, mais, mais je le fais parce que Tu peux ça, t'allonger, si tu veux. je le fais parce que ça sert l'histoire, quoi. Et je sais que mes histoires sont bien meilleures depuis que j'ai donné à la série ce ton. Alors, il y a toujours de l'humour. Les proportions juste ne sont plus les mêmes dans la saga, mais je sais que mes personnages sont beaucoup plus intéressants depuis cette dimension, depuis que j'ai mis en place cette dimension dramatique. Alors, tu disais que tu t'étais mis une partie de la communauté des fans ados, en tout cas temporairement. Merci. En quoi ça a pu changer ton rapport avec cette communauté et avec ton œuvre? Il faut savoir que j'ai toujours aimé être vraiment proche de mes fans. C'est pour ça que d'ailleurs que je fais autant de salons, autant de dédicaces, même encore maintenant. Je fais des dédicaces 2-3 fois par mois facilement. Donc c'est pour vous dire les milliers de dédicaces que j'ai déjà dû faire en 10 ans. J'aime le contact des fans. Et il faut quand même dire qu'il y a peu d'auteurs qui vendent autant d'albums qui font cet effort d'aller vers leurs fans, hein. J'en vois peu. D'accord, quand même, je qui pourrais font pas faire le autant cet comparatif, effort. mais en tout cas, moi, c'est quelque chose à laquelle je tiens. C'est vrai que beaucoup de mes confrères, quand j'ai commencé le métier, m'ont dit oh, tu vas voir, si tu vas te lasser, ça va te gaver au bout d'un moment les dédicaces. Sinon, finalement, j'aime toujours autant ça. Par contre, je vais pas en rajeunissant, donc ça me crève un peu plus à chaque fois. Mais voilà, j'ai toujours aimé ce contact-là. Et j'ai toujours aimé être proche de mes fans. Mais par contre, c'est vrai qu'à la sortie du tome 10, ça m'a énormément desservi et désabusé parce que plusieurs fans, une fan notamment, mais je ne vais pas la citer, qui me suivait depuis de nombreuses années, que je voyais régulièrement en dédicace lors de mes différents déplacements, a été donc l'une de celles qui n'a pas supporté, et le mot est faible, le changement de ton de la série et s'est mis littéralement à me lapider sur Internet, à m'envoyer des lettres d'insultes. Ça a vraiment été très loin. Ça a commencé à devenir à la limite du harcèlement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dû presque la menacer de poursuite si elle n'arrêtait pas. Donc c'est là que j'ai compris que les rapports auteur-fan peuvent très rapidement dégénérer si on ne met pas une certaine distance. Ça peut sembler égoïste, ça peut sembler égocentrique de dire ça, mais on doit garder un rapport auteur-fan et non pas ami avec ses lecteurs, parce qu'ils ne vous voient pas comme une personne ordinaire et nous on ne les voit pas forcément comme des personnes ordinaires. Donc c'est assez compliqué comme relation. Maintenant je mets une certaine distance, même si je continue à avoir des contacts avec eux via mon site web, notamment le livre d'or de mon site web que j'ouvre tous les mercredis de 8h à 17h et auquel je réponds aux questions des fans avec une amie. Donc ça me va. Par contre, être proche des fans, je veux dire, garder contact avec eux en dehors des séances de dédicaces, ce genre de choses, d'un point de vue personnel, je le fais plus. Et c'est une des choses par exemple, contre lesquelles je mets en garde Nadou, ma dessinatrice qui fait la série des Légendaires Origines depuis maintenant 2 ans, pour qui c'est déjà beaucoup plus compliqué que moi de faire cette série, parce qu'elle est arrivée en plein boom, quoi.
Je veux dire, elle est arrivée, elle n'avait jamais fait de BD avant, elle arrive, premier tome, best-seller, Fauve Jeunesse à Angoulême l'année dernière, numéro 1 des ventes de BD en France plusieurs semaines d'affilée. Voilà, bon, voilà Ça doit pas être facile le de garder cas la unique, tête froide. voilà. Et du coup, forcément, elle est assaillie par les fans sur son réseau Facebook ou des choses comme ça, qui veulent en savoir plus, qui veulent la connaître, qui veulent être leur amie. Et je la mets en garde. C'est quelqu'un de très sensible. Je dis attention, Nadine, garde tes distances. Je ne veux pas que tu vives ce que j'ai vécu. Donc voilà, c'est des rapports qui peuvent être assez déroutants des fois parce que c'est là que je me suis rendu compte que pour beaucoup de lecteurs, ma BD était plus qu'une BD, des fois dans le bon sens, c'est-à-dire que des fois ça les aide à surmonter des problèmes personnels et je suis content d'y arriver, mais des fois c'est extrême, des messages du genre que j'ai lu sur le livre d'or, en ce moment dans ma vie rien ne va, heureusement que votre BD est là, sinon je ne sais pas ce que je ferais, quoi. Donc quand on lit ce genre de message, on se dit ouh là là, le poids que ça donne en responsabilité, mais on peut pas être braqué là-dessus. C'est pour ça qu'il est important de garder une certaine distance. Sinon, au bout d'un moment, on est paralysé, quoi. C'est voilà. Alors justement, ces fans, ils sont présents dans la salle, donc comme l'heure tourne, on va peut-être faire Lesquels tourner le... Non, les gentils. Ah d'accord. Là, c'est pour ça qu'il y avait un filtrage à l'entrée. D'accord. Non, parce que Je vérifiais pas que les sacs. parce que j'ai entendu le bruit d'un cran d'arrêt tout à l'heure, donc ça m'a un peu fait peur, quoi. Bon, alors du coup, j'ai encore plein de questions, mais encore une fois, je préfère faire tourner le micro dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je sais que la première est toujours un peu... Bah non, elle n'est pas du tout compliquée. Ah, il y avait les madames là au centre en bas. J'arrive pas à voir. Je vois pas bien non plus. Ah mais non, c'est un Non, c'est un jeune homme, je c'est un crois. jeune homme. C'est un jeune Eh homme. bah, pardon, je suis C'est un désolé, jeune je suis ébloui par les femmes. Je crois que c'est un jeune homme. Bonjour, Bonjour. qu'est-ce qui vous a plu dans les dessins de Nadou? Qu'est-ce qui vous a plu pour le choix de Nadou? Très très bonne question. Alors c'est vrai que on va faire du coup une réponse très développée parce que c'est très important d'aborder cette partie. Lorsque j'ai commencé, alors il faut savoir pourquoi est-ce que j'ai déjà eu l'idée de créer cette série des légendaires origines, donc le spin-off des légendaires. Bon, forcément, c'était pour gagner plus de sous. Non, je rigole. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est venu d'une demande de fans, des demandes de fans très conséquentes. C'était quand est-ce qu'on va voir enfin les légendaires adultes? Parce que je montrais des fois les légendaires dans leur version adulte, mais c'est souvent dans des scènes de flashback. Donc, c'était vraiment pas la majorité des albums. Et les fans voulaient, ah, mais quand est-ce qu'ils vont redevenir adultes? Parce que c'est le but de la série, quand même, que les légendaires trouvent un moyen de redevenir adultes. Seulement moi, je ne pouvais pas montrer les adultes les légendaires redevenir adultes, parce que pour moi, c'est la conclusion de la série. Si je fais ça, il n'y a plus aucun intérêt à faire la série. Donc j'ai commencé à me dire, ah, mais pourquoi je ne ferais pas une série qui raconterait les aventures des légendaires, mais avant qu'ils rajeunissent, donc avant le tome 1. Et à l'époque, j'ai voulu dessiner moi-même cette série. Qui mieux que moi pouvait dessiner une autre BD des légendaires? Seulement, c'était à peu près à l'époque du tome 6 des légendaires, donc à une époque où donc, la série commençait à prendre de l'ampleur, et mon éditeur m'a dit non. Tout simplement parce que justement la série commençait à prendre de l'ampleur, il ne voulait pas que je me disperse à faire 2 séries, parce que forcément ça aurait retardé les parutions de la série principale, ça aurait été un peu compliqué à gérer. Voilà. Je ne sais pas si je les aurais perdus, mais en tout cas il aurait fallu qu'ils se montrent 2 fois plus patients pour avoir des histoires. Et du coup, j'ai rangé un peu cette idée dans un tiroir pendant quelques années, jusqu'au moment où je me suis dit, mais pourquoi pas proposer finalement le dessin de cette série à quelqu'un d'autre, et moi j'en assurerais le scénario, donc ça me monopoliserait beaucoup moins. J'ai soumis l'idée à l'éditeur qui m'a dit, ok, si tu trouves quelqu'un, on te suit. Et donc j'ai commencé à démarcher, alors j'ai commencé plutôt à démarcher auprès de mes confrères, notamment un auteur dont je suis moi-même très fan, qui s'appelle Tony Valente, qui actuellement sort un manga à la française, qui s'appelle Radiant, dont vous pouvez déjà découvrir le premier tome au stand Ankama, et dont le 2e tome est prévu l'année prochaine. Tony, si tu es là peut-être, parce que je sais qu'il est au festival, mais je n'ai pas encore pu le croiser. On est dimanche matin, je te rassure. Non, ok, bon, il doit être à la messe. Et du coup, voilà, bon, malheureusement, il était sur ses propres projets, comme tous les auteurs professionnels d'ailleurs à qui j'ai proposé le projet. Du coup, je me suis orienté vers des dessinateurs amateurs, qui eux sont justement à la recherche de publications. Et en allant de blog en blog, de site web, de fanzine, tout ça, un jour, je suis tombé sur le blog de Nadou, c'est vraiment le nom de son blog, le blog de Nadou. Et en faisant défiler ses dessins, ses crayonnés, je suis tombé sur un crayonné magnifique. On voyait 2 jeunes femmes, une elfe
et une humaine. Alors, ce n'était pas du tout les personnages des légendaires, mais c'était tellement l'image que je me projetais de ce à quoi pouvait ressembler le spin-off. Je me suis dit, c'est elle qu'il me faut. Donc, très vite, je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit, voilà, Patrick Sobral, auteur BD, je cherche quelqu'un pour dessiner le spin-off des légendaires. Voilà, c'est une série qui marche bien, patati patata. Et elle a lu et elle a cru à une grosse blague. Euh, parce que, elle connaissait pas la série des légendaires. Alors, quand je lui disais que c'était un gros succès, elle disait, ouais, c'est ça, j'en ai entendu parler, quoi. Et deux, elle n'en revenait pas que ça soit entre guillemets aussi facile, quoi, qu'on vienne carrément la chercher sans qu'elle ait à des marchés pour lui proposer une série. Donc elle m'a contacté avec un peu de méfiance, mais très rapidement, bon, elle a vu que c'était un projet sérieux. On a discuté. Moi, je croisais les doigts pour qu'elle ne soit pas déjà engagée sur une autre série, parce qu'avec le talent qu'elle avait, je ne revenais même pas que personne ne lui soit tombé dessus. Et du coup, ben voilà, on a discuté, on a commencé à faire des croquis-tests, des planches-tests. Je l'ai présenté à ma maison d'édition et donc on a signé très rapidement pour cette série, pour l'instant prévue en 6 tomes. Et c'est une série qui a dépassé toutes nos attentes, hein. Déjà parce que graphiquement, elle est 10 fois plus douée que je ne le saurais jamais, hein. C'est presque de l'insolence à ce niveau-là. Elle est toute jeune, elle a 25 ans. Je ne vous dis pas le niveau qu'elle aura d'ici une dizaine d'années, parce que chaque tome, pour ceux qui ont lu les 2 premiers tomes déjà, c'est incroyable le bon graphique qu'elle a fait. Et je ne vous dis pas le tome 3 qu'elle est en train de faire actuellement sur Griffe, qui sera une véritable tuerie, dans tous les sens du terme. Mais tout ça pour dire que voilà, je suis vraiment tombé sur une perle. Et le succès de cette série a vraiment dépassé toutes nos espérances. Parce qu'en général, il faut savoir qu'un spin-off, donc une série dérivée, atteint au mieux 30% des ventes de la série originale. Si elle atteint ce seuil-là, on peut se dire qu'on est déjà très content. Et en fait, les ventes sont exactement les mêmes pour la série des Légendaires Origines et pour la série principale. En plus, donc, comme je disais tout à l'heure, elle a eu le Fauve d'Or jeunesse pour le premier tome des Légendaires, alors que moi j'ai été nominé 3 fois, je ne l'ai jamais eu. Donc, définitivement de l'insolence, oui. Voilà, à ce point-là, j'ai envie de la baffer, quoi. Non, je plaisante. Et encore, t'as pas encore entendu les résultats du Grand Prix, hein, tu vas voir. Non, c'est ce n'est pas Nadou. Non, parce que je ne crois pas qu'on soit nominé, mais bon, c'est tout le malheur que je lui souhaite, hein. Et voilà, donc elle apporte beaucoup de choses à cette série. Déjà la touche féminine, parce que elle est comme moi, fan de manga, même si c'est pas la même génération. Donc elle est très girly, hein, vous voyez. Donc elle aime bien dessiner des personnages mignons, tout en rondeur, avec plein d'étoiles dans les yeux, des trucs comme ça. Donc elle a vraiment apporté une touche de sensibilité graphique qu'il n'y avait pas dans les genres qui est un peu plus bourrin peut-être. Et elle a des influences graphiques qui ne sont pas les miennes. Elle connaît évidemment les Chevaliers du Zodiaque, mais n'étant pas de la même génération, elle a des influences graphiques qui viennent de séries plus récentes comme Evangelion ou Escaflowne, donc qui sont déjà des séries d'aventure et de fantasy, donc ça va très bien, mais du coup qui donnent une nouvelle approche graphique, aux légendaires, et ça se complète très 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 bien. Donc un choix purement assumé et non regretté. Alors, question suivante, il y en a beaucoup. Au début, c'est des enfants, mais là, au fil des histoires, c'est plus des adolescents. Donc, pour l'effet Jovenia, je pense, je ne sais pas si c'est ce que vous avez prévu, il va se résoudre par lui-même. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que mes personnages grandissent au fur et à mesure des tomes. Alors, scénaristiquement, ce n'est pas le cas. L'effet Jovenia fait qu'ils restent bloqués à l'âge de 12 ans. Ils ne grandissent plus du tout depuis le premier tome. Mais mon graphisme, il a évolué, il s'est affiné, il est plus précis, plus anguleux. Et du coup, on a l'impression que ça donne à mes personnages l'impression qu'ils ont grandi de 3-4 ans peut-être depuis le premier tome, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas voulu. C'est une évolution du dessin, comme tous les auteurs de BD. Vous verrez, entre les premiers albums et les derniers, c'est inconscient, le graphisme évolue. À un moment donné, il se stabilise. C'est ce qui se passe depuis déjà 4 ou 5 tomes dans la série des Légendaires. Mais les personnages ne grandissent pas. Ils sont bloqués à l'âge d'enfant. Mais mon graphisme actuel, si on le compare au tout premier tome, on donne l'impression. Alors, il y avait une question là en bas au bord de la rangée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais expliqué clairement dans la BD,
qui ne grandissent plus. C'est vrai que je ne l'ai jamais vraiment dit, donc faute à moi si c'est pas très clair, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez appelé la BD des légendaires les légendaires? Bonne question aussi. Alors c'est vrai que lorsque j'ai conçu donc ce projet, cette série qui au départ n'était pas destinée à en être une, mais bon voilà, il m'a semblé tout à fait logique que vu que l'histoire allait relater les aventures d'un groupe de héros, que la BD porte le nom de ces héros. Bon, jusque là ça allait. Seulement, je voulais pas que ça fasse trop super-héros comme nom. Je voulais pas un truc genre les X-Men ou les Legend Men. Voilà. Je voulais m'éloigner du côté super-héros comics pour aller vers quelque chose de plus légende, médiéval, aventure. Et à l'époque où je cherchais le titre de cette future série, est sorti au cinéma un film qui s'appelait La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est lui-même est tiré d'un comics. Alors le titre pour moi était forcément bien trop long, mais je trouvais que ça sonnait bien. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ça faisait un groupe de personnes réunies pour rendre la justice, tout ça. Et du coup, j'ai cherché un nom qui aille dans le même sens. Et je me suis dit, puisque mes personnages sont déjà connus, sont déjà de véritables légendes, quand la BD commence, les légendaires. Pour moi, c'est venu assez vite. Le souci, c'est que la maison d'édition, elle n'était pas fan de ce titre, les légendaires, parce que la maison d'édition pensait que la série ne marcherait que si les lecteurs pouvaient s'identifier à un personnage en particulier et non pas à un groupe. Et alors que moi, c'était le groupe qui m'intéressait, pas les individualités. Et du coup, eux me disaient, ce serait mieux si ça s'appelait Danaël et les légendaires. Et je disais, ouais, mais non, je veux pas mettre un personnage en avant. Oui, il y a un chef, mais chaque personnage aura son rôle à jouer. Ils m'ont dit, ouais, mais on n'aime pas trop, trouve-nous d'autres titres. Alors du coup, j'ai reproposé d'autres titres, mais du genre les aventures des légendaires, ou comme ça, enfin, ce genre de choses. Donc jamais un nom mis en avant. Et ça a duré comme ça pendant 2 semaines. Non, je ne mets pas de nom dans mes titres. Et puis au bout d'un moment, j'étais sur le point de céder, ok, la prochaine fois qu'ils me contactent, je leur dis, ok, j'abandonne, vous avez gagné. Et c'est là qu'ils me disent, finalement, le légendaire, c'est bien, on a pris l'habitude de les appeler comme ça. Donc on a gardé le titre des légendaires, voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous comptez travailler sur un projet pour animer des légendaires? Ah oui, c'est vrai. Nom de Dieu, on l'a pas évoqué. On allait le faire. Sylvain, je t'en prie. On allait le faire. Ne t'inquiète pas, je n'allais pas te laisser sortir sans évoquer le dessin animé. En fait, alors, tu devances donc le débat. Oui, alors, a priori, maintenant, tout le monde à peu près le sait, mais je confirme, il y aura bien une série animée des légendaires. C'est prévu normalement pour l'année prochaine sur TF1, septembre-octobre, si on suit le planning actuel. On en est vraiment au tout début de l'élaboration du projet, donc ne prenez pas ce que je vous dis comme quelque chose étant gravé dans la pierre. Il y a encore plein d'occasions de prendre du retard. Oui, on n'est pas tiré d'affaire. Mais oui, c'est prévu, ça fait déjà un peu plus de 2 ans qu'avec la maison de production Wido, anciennement Genao, anciennement Timoun, on travaille sur la série des légendaires. Alors quand je dis qu'on travaille, mon rôle à moi est un rôle plutôt de consultant. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui écris les histoires de la future série animée, mais je valide. C'est-à-dire que tous les scénarios qui sont écrits spécialement pour la série animée, tous les décors, tous les visuels qui sont créés dans le but d'enrichir cet univers-là, me sont soumis, je valide, je dis oui, non, je demande des modifications. Voilà. Alors pourquoi un groupe de scénaristes pour cette série? Tout simplement parce que la série ne va pas relater les histoires des albums. Ce sont vraiment des histoires complètement inédites qui sont créées, qui sont écrites au moment même où je vous parle par un groupe de scénaristes spécialement pour le format télévisé. Et il y a 2 raisons à cela. TF1 souhaite que chaque épisode ait une conclusion. Ce ne seront pas des épisodes à suivre, donc pas de suivi chronologique dans la saga. Et du coup, mes histoires étaient beaucoup trop longues pour être adaptées à chaque fois en un seul épisode. Donc première raison. L'autre raison, c'est qu'ils veulent toucher un public plus large, plus jeune, et donc la série ne sera pas forcément destinée aux fans de la BD, mais à un jeune public qui va peut-être découvrir l'univers des légendaires via le dessin animé. Donc c'est une série animée qui sera regardable à partir à peu près de 7 ans. Du coup, forcément,
tous les derniers tomes de la série des légendaires, où j'ai mis des histoires beaucoup plus torturées, beaucoup plus dramatiques, voilà, ça ne sera pas inspiré de ces tomes-là. On retrouvera plutôt l'ambiance des premiers tomes de la série. Donc voilà à peu près ce que je peux dévoiler sur le dessin animé qui est bien en production actuellement. Voilà. Alors, du coup, si je peux me permettre de rebondir sur cette question, il y a la série principale, il y a le spin-off, il y a les novélisations, le dessin animé. Comment tu fais pour garder le contrôle sur cet univers qui devient de plus en plus foisonnant? Je me drogue. Non, c'est vrai que ça commence à devenir de plus en plus envahissant. Alors après, chacun de ces médias que tu as cités, notamment les novélisations, qui sont des adaptations en roman jeunesse des tomes de la série, c'est pas moi qui les écris, par exemple. Donc pour quasiment tous ces aspects-là, j'ai un rôle de validation. L'aspect qui me prend vraiment le plus de temps, c'est le spin-off pour lequel je fais le scénario et les crayonnés. Donc ça, c'est vrai que ça me prend bien 2 mois. Après, la lecture et la validation des novélisations en bibliothèque verte, qui sont écrites par Nicolas Jarry, qui est un romancier et un scénariste BD. Voilà, ça ne me prend pas plus de 3 heures de lecture par tome, sachant qu'il y a un tome sort tous les 3 mois, ça va, c'est pas la mort, quoi. Mais on sait qu'on en est qu'au tout début de ce qu'on peut faire dans l'univers des légendaires, notamment avec la personne que je viens de citer, Nicolas Jarry, qui écrit les novélisations des albums. On prévoit, si tout va bien, peut-être d'ici à l'année prochaine, de sortir des livres dont vous êtes le héros autour de l'univers des légendaires. Donc ce sera du roman, mais avec des histoires complètement inédites, non pas adaptées de mes BD, et dans lequel le lecteur sera le joueur. Il décidera des actions des légendaires. Donc voilà, on est très excités de commencer ce nouveau projet. Et on imagine bien qu'après, avec la sortie du dessin animé l'année prochaine, si tout va bien, on pourra penser jeux vidéo, on pourra penser autres produits dérivés. Pourquoi pas, un jour, rêvons d'adaptation au cinéma. Tout est possible. Pour l'instant, je tiens le coup. Par contre, j'ai de moins en moins de vacances. Oui, parce qu'il y a le contre-exemple. Enfin, ouais, moi, le contre-exemple qui me vient à l'esprit, c'est Peyo, en fait. Alors, avec un univers très, très différent, mais qui s'est fait totalement happer par son œuvre. Au moment où c'est devenu un dessin animé aux États-Unis, chez Hanna-Barbera, il a totalement arrêté de travailler pour sa série, ce qui lui donnait du plaisir, et à gérer son empire. C'est toute une question de décision à prendre au bon moment. À un moment, on se pose la question, c'est de quelle manière je veux m'investir dans tel ou tel nouveau média. J'aurais pu demander à m'investir beaucoup plus dans le dessin animé. C'est-à-dire, j'aurais pu demander à être co-auteur, à être éventuellement réalisateur de certains épisodes. Tout ça aurait pu se négocier peut-être. Mais moi, je mets quand même un point d'honneur à ce que la BD principale, par laquelle tout a commencé, ne pâtisse pas des différents médias qui peuvent exister tout autour. Tu citais l'exemple de Peyo, je pourrais citer l'exemple, moi, de Julian Hill, auteur de la BD Lou, qui s'est consacré entièrement à la version animée quand elle a commencé à voir le jour, et qui actuellement est en train de réaliser l'adaptation live de sa BD. Donc forcément, il ne doit pas avoir beaucoup de temps pour faire la BD. C'est un parti pris qu'il a pris, que j'admire, parce que je serais incapable d'avoir pris de telles décisions. Moi, j'ai pris le parti pris de me consacrer essentiellement à la BD principale et de laisser les autres, c'est une question de confiance, à des gens qui connaissent aussi leur métier. C'est pas moi qui vais indiquer aux animateurs du dessin animé comment animer une scène, c'est pas mon métier. Moi, je suis là pour faire en sorte que ce qui se crée autour des légendaires respecte l'esprit des légendaires. Voilà, c'est que tout soit homogène. C'est une question de décision à prendre. Voilà. Alors, j'en arrête là avec mes questions et je rends à nouveau le micro à la salle. Oui, bonjour. Bonjour. Un grand garçon. Ouais. Tout à fait. Donc vous ne juriez que par le manga, mais le format est quand même très différent. Vous disiez que vous avez eu beaucoup de problèmes de découpage parce que le format de la page n'est pas le même. Il y a aussi beaucoup moins de pages dans une BD, il y a la couleur, etc. Moi, je ne connais pas beaucoup d'autres exemples de dessinateurs qui ont bien réussi la transition entre un univers plutôt manga et un format franco-belge, on va dire. Il y en a d'autres. Hein, oui. Pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non. Donc voilà, et aussi, est-ce que c'était un choix, le format franco-belge pour les légendaires, ou est-ce que c'était plutôt une obligation? Voilà. Alors, ça n'a pas été un choix, ça m'a été un peu imposé par la maison d'édition Delcourt. C'est vrai que, comme vous disiez, à l'époque, je ne jurais vraiment qu'à travers le manga, c'était 90% de ma lecture. Et c'est vrai que pour moi, étant donné mon graphisme et étant donné mes influences,
j'imaginais, c'est vrai, d'abord mes premiers projets sur un format manga. D'ailleurs, le premier projet démon que j'ai proposé aux maisons d'édition était en noir et blanc pour un format manga. J'ai bien compris qu'à l'époque, les éditeurs n'étaient pas très réceptifs à ce format-là, si ce n'est en traduisant des mangas réels venant du Japon. Des mangas à la française faits dans du format manga en noir et blanc, c'est très récent, ça date de 2-3 ans peut-être, hein, chez l'éditeur. Ils ont mis longtemps à tester la chose. C'était pas forcément évident. Le graphisme manga a toujours souffert d'une mauvaise image encore maintenant, même si les choses se sont améliorées, à cause d'une mauvaise programmation de dessins animés japonais dans les années 80 à la télé, qui ont coulé d'ailleurs l'émission du Club Dorothée, parce que ils achetaient à tour de bras des séries animées au Japon sans vérifier si elles étaient pour des enfants ou pas, et elles les projetaient telles quelles dans des émissions jeunesse. Et voilà, et du coup, forcément, beaucoup de séries qui étaient plutôt destinées à des adolescents ou à des jeunes adultes étaient projetées et montrées à des enfants de 10 ans. Branle-bas de combat, scandale, l'émission a coulé, et le manga en France a mis très notamment longtemps. grâce à l'action d'une certaine ministre de la famille qui est aujourd'hui la présidente de la région. D'accord. Madame, bonjour. Donc voilà, donc c'est forcément le manga, les années qui ont suivi ont vraiment souffert de ce problème, et ont mis très longtemps à revenir sur le devant de la scène. Quand les mangas ont commencé à revenir à la télé, ça a été des séries très très formatées à la Pokémon, des choses comme ça. Donc politiquement correct, tout ça. Toutes les séries un peu sujets à débat sortaient finalement directement en vidéo, la vidéo à la demande. Donc c'est vrai que moi, lorsque je suis venu avec un graphisme manga, la maison d'édition Delcourt s'est dit, il y a un créneau à prendre parce qu'il n'y a pas trop de ce genre de BD en France, mais ils n'ont pas été jusqu'à pousser le défi à la publier en format manga. Ce qui est assez logique, ma BD étant une aventure jeunesse, on l'a adapté au format jeunesse Delcourt, qui était le seul existant à ce moment-là d'ailleurs dans leur maison d'édition. Donc c'est un compromis qui est très bien finalement, parce que du coup ça rassure. Souvent les libraires me disaient, voilà, quand une maman ou une mamie vient acheter une BD dans ma librairie, voilà, mon fils ou mon petit-fils, il voudrait un manga, mais je ne veux pas lui acheter un manga, c'est violent, tout ça. Du coup les libraires, voilà, il y a les légendaires. Ça ressemble à du manga, mais c'est français. Et donc du coup, oui, ça a l'air bien. Puis voilà, ça a été sans doute également l'une des raisons du succès, c'est que ça a fait un pont entre l'offre et la demande, je dirais. Bonjour, rebonjour. Lève la main, s'il te plaît, que je sache où tu es. Merci. Voilà. Alors, le Angoulême, c'est un grand festival. Est-ce que pour un grand festival, on peut avoir un gros spoiler? J'ai pas compris la fin de la question. On peut avoir un gros spoiler? Bonne question. Qu'est-ce que je pourrais dévoiler? Je peux te dire qu'on s'approche petit à petit de la fin de la série, en BD je parle. Donc là, je suis exactement en train de faire le tome 17. Dans l'histoire, se finira au tome 18. Mes histoires font quasiment à chaque fois 2 tomes. Donc l'année prochaine sera donc la fin de l'histoire en cours de cette année. Déjà, c'est un album qu'il ne faudra pas louper, le tome 17, parce que ça marque le grand retour de Danaël après son sacrifice dans la série. Donc il revient sur le devant de la scène, et les tomes 17 et 18 vont enfin faire toute la lumière sur le personnage de Calandre. Ça parle peut-être pas encore bien à tout le monde parce que j'avais pas encore dévoilé son nom. C'est la fameuse femme mystérieuse qui avait ressuscité Danaël dans le tome 12 et qu'on voit dans tous les tomes de la série origine, et qui semble manipuler un peu tout le monde et manipuler le destin des légendaires. On comprend même déjà que c'est elle qui, à travers ces différentes interactions, a fait en sorte que les légendaires se rencontrent. Alors déjà, grosse explication sur ce personnage, et ça marquera également la conclusion de la 2e partie de la série. Je considère que ma série a 3 parties. La première partie, c'était les tomes 1 à 10, où l'histoire était encore assez légère. C'était le premier groupe des légendaires. Tome 10 à 18, c'est ce qu'on vit actuellement, donc des histoires plus sombres, plus épiques, avec un groupe reformé et Danaël qui a disparu pendant plusieurs tomes. Et à partir du tome 19, ce sera la 3e et dernière partie de la série. Ce sera la partie la plus courte. Je ne sais pas encore combien de tomes elle fera, mais ça sera entre 2 et 5 tomes.
et ça sera la toute dernière histoire de la série, et pour laquelle je vous prépare mais quelque chose d'énormissime. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est des bisounours. Je ne parle pas en termes de violence ou quoi que ce soit, mais je vous promets un tel retournement scénaristique que tout le monde va être scotché, à tel point que la série va même probablement changer de nom à partir du tome 19, tellement on part sur quelque chose de très différent. C'est vraiment sympa de soigner l'ulcère de tes fans. Pas de problème, pas de problème. J'ai un contrat avec les produits pharmaceutiques, donc je fais en sorte que tout le monde en ait besoin. Bien, alors l'heure tourne, donc il va falloir laisser la place au président, sinon on va se faire botter les fesses. Merci à tous d'être venus. Donc je rappelle que si vous voulez faire dédicacer un album, Patrick est en dédicace à 14h. De midi à 14h. De midi à 14h, donc sur le stand de Delcourt, au Champ de Mars. Pas sur le stand Delcourt, mais sur le lieu de l'exposition. Sur le lieu de l'expo, oui, pardon. Voilà. Toutes mes excuses. Merci à tous et merci Patrick. Merci.